Bonjour, je suis Jean-Louis Jovito, je suis chercheur au CNRS et je travaille aussi à l'IRCAM. Ce qui m'a amené à peut-être confronter deux types de temps, le temps des musiciens et le temps de l'informatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'un informaticien s'intéresserait au temps musical ou pourquoi est-ce que les musiciens seraient intéressés par le temps informatique. En fait, on peut voir ça comme une question qui se passe généralement maintenant avec la génération, par exemple, d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'un ordinateur est capable de faire? Alors, on l'a vu jouer aux échecs et même jouer bien. On peut vérifier des preuves mathématiques. Donc, ces travaux abstraits se font, disons, sont maintenant acquis. On sait qu'une machine peut les faire. Quand il s'agit de faire des choses plus incarnées dans le monde physique, c'est un peu plus compliqué, mais on peut reconnaître un visage qui sourit. C'est ce que vous fait votre appareil photographique, par exemple. Faire marcher un robot sur deux jambes, c'est plus difficile, mais on se dit qu'on va y arriver. D'où une question qui devient naturelle dans cette ligne de questions, c'est peut-on jouer de la musique ensemble avec des musiciens humains? Alors, les musiciens humains jouent déjà avec des machines. On utilise des synthétiseurs qui font des sons électroniques, mais la question que je pose, c'est dans l'autre sens. C'est est-ce qu'une machine peut jouer avec des musiciens humains? Et la réponse à cette question, en fait, on peut la donner par l'exemple, l'exemple d'une application que vous pouvez maintenant avoir sur votre téléphone ou sur votre tablette. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu là? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on voit un musicien ou une chanteuse qui joue d'un instrument ou chante, et une machine qui se trouve être un programme qui tourne sur un téléphone ou sur une tablette, qui écoute ce que produit le musicien. Donc, il écoute le flux audio. Il reconnaît dans ce flux audio des événements qu'on lui a dit qu'il fallait reconnaître, à savoir les événements symboliques qui sont écrits dans une partition. Et du moment où il est capable d'aligner le flux audio, ce qui vient du monde physique, avec les événements symboliques de la partition, eh bien, on peut enrichir cette partition avec des actions électroniques qui, ici, dans l'exemple que vous venez d'entendre, consistent à en fait moduler le playback de l'enregistrement de l'orchestre de façon à ce qu'il y ait un accompagnement avec vous comme musicien. Donc oui, une machine peut jouer avec un homme. Pour ça, il faut écouter, reconnaître et réagir. Et ce dont je vais parler maintenant, c'est plutôt quelle est la notion de temps qu'il faut mettre dans cette machine-là pour qu'elle puisse jouer avec un musicien humain. Alors, ce genre de système, vous avez peut-être déjà entendu là, ce matin le nom de système cyberphysique. Les systèmes cyberphysiques c'est des systèmes informatiques, mais qui contrôlent par des algorithmes des quantités physiques. Ici, on a un système que je me plais à appeler cybertemporel parce qu'on va contrôler des relations temporelles par des algorithmes. Le temps est quelque chose d'assez ineffable. Je ne peux pas avoir 1 kilo de temps là comme ça, mais par contre, je peux en contrôler son usage. Comment est-ce que je le produis? Comment je le structure? Et finalement, les systèmes cybertemporels, ce sont des systèmes qui doivent jouer un peu avec les relations temporelles parce que, par exemple, ils sont en relation avec des humains. Et un exemple de ça, c'est le système dont je vous parle, donc Antescofo ou son application musicale qui s'appelle Métronaute, enfin son application grand public. Et il se trouve que la notion de temps qu'il faut mettre en œuvre pour accorder ce temps entre l'homme et la machine, c'est un temps compliqué. Ce n'est pas le temps du physicien, il n'est pas donné par une seule horloge. Il se partage en plusieurs temps. Il y a le temps des compositeurs qu'on appelle du hors-temps, parce que le temps qui est écrit dans une partition, c'est quand on va de gauche à droite sur la page. Il y a du temps qui s'écoule, mais c'est un temps très géométrique. Donc un compositeur est capable, par exemple, de faire un palindrome musical, et donc il réfléchit bien au futur qui est là présent en même temps que le passé. Et puis il y a le temps réel de la performance où, quand vous avez fait une fausse note, c'est pas possible de revenir en arrière. Elle a été faite, il faut donc continuer. Donc on a plusieurs notions de temps, du hors-temps, du temps réel. On a plusieurs façons de le mesurer, de le désigner et de l'organiser. On peut l'organiser par des événements. On peut l'organiser aussi relativement à d'autres événements. Par exemple, en musique, on parle de pulsations et non pas de secondes. Donc il y a un temps qu'on appelle relatif. Il y a aussi, quand on met des machines dedans, un temps chronométrique qui arrive et qui fait référence à une horloge physique partagée. Et puis surtout, il y a un temps qui va du très petit. Quand je fais l'échantillonnage d'un signal audio, je suis du côté de 2 millisecondes.
pardon, 0,02 millisecondes, hein, jusqu'à, vous imaginez que quand je mets en œuvre un opéra, je suis obligé de parler de choses qui vont durer sur plusieurs heures, par exemple. D'accord. Donc on va des échelles de temps très petites à des échelles de temps beaucoup plus grandes. Et il faut programmer tous ces temps-là. Donc comment est-ce qu'on le fait? Et pour le faire, en fait, on a développé des langages, un langage qui s'appelle Antescofo, qu'on utilise à l'IRCAM pour faire de la musique mixte, c'est-à-dire la musique dans laquelle il y a des machines qui produisent des sons électroniques entremêlés aux sons des instrumentistes. Et ces langages se distinguent en ce sens que le temps est une entité qui est représentable dans le langage et qu'on manipule. C'est une valeur dans le langage, c'est une valeur un peu particulière. Elle n'est pas représentée en mémoire, mais elle est représentée par le séquencement des actions de calcul qu'on fait. Alors, je parle de temps, mais c'est quoi la matière du temps? Mais il se trouve que si je me tourne vers les philosophes, hein, donc ça c'est une analyse d'Aristote qui dit que le temps, la matière du temps, c'est des instants et de la durée, puis que ces instants et ces durées, ils entretiennent des rapports, ils sont des relations qui sont des rapports de simultanéité, de succession, de permanence. C'est une analyse ancienne, mais cette analyse ancienne est valable, elle est utile hein, pour classer les langages informatiques, par exemple, et de dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans le temps. Alors, juste un mot sur ces trois relations. Succession, permanence et simultanéité, en fait, chacune est la négation des deux autres. Par exemple, ce qui n'est pas en même temps qu'une chose hein, et qui n'est ni après ni avant, alors elle prend place pendant cette chose-là, et donc la permanence est bien la négation de la simultanéité de la non-succession. Les langages informatiques que vous connaissez sans doute sont en fait très pauvres. Hein. Ils sont capables de parler que de succession. On dit je fais une chose et après l'autre. Alors de temps en temps, c'est les langages que j'appellerais séquentiels. De temps en temps, on ne dit pas qu'une chose se fait après l'autre ou que l'autre se fait après l'une, et donc on n'a pas déterminé de rapport de succession entre les deux. Alors on peut dire qu'elles peuvent éventuellement se faire en parallèle, mais même dans les langages parallèles, on ne dit pas vraiment que les choses se font en même temps, on dit simplement qu'elles n'ont pas besoin d'être dans un rapport de succession. En fait, il a fallu attendre un des fleurons de l'école française pour pouvoir parler de la simultanéité, et ça se fait avec le langage synchrone dont Gérard Berry vous a parlé ce matin. Les langages synchrones, eh bien, en fait, ils peuvent parler à la fois de la succession des événements, mais aussi de leur simultanéité. Donc je ne rentrerai pas plus dedans, mais si vous voulez en savoir plus, il y avait la conférence de Gérard Berry ce matin. Par contre, les langages informatiques, il y en a très peu et qui parlent très mal de la durée ou de la permanence. Alors par contre, on a des systèmes formels qui parlent de la durée parce que quand on veut s'assurer qu'un train ou un avion fonctionne correctement, on est bien obligé de faire intervenir ces relations avec le monde réel dans lequel on a des durées qui sont continues et il va falloir mixer à la fois la succession et la simultanéité des événements avec l'écoulement du temps. Un des intérêts du système qu'on a développé, c'est qu'en fait, on est capable de parler des trois en même temps dans le même langage, à la fois la succession, la simultanéité, mais aussi la durée. Alors, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du durée en musique, puisque la simultanéité, je vous ai dit, donc ces successions, ces instants, ces durées, c'est une analyse philosophique classique, elles sont utiles pour classer les langages informatiques. Elles sont aussi utiles et pertinentes en musique. Quand on parle de simultané, on est dans l'ordre de l'harmonie, de la polyphonie, la mélodie est de l'ordre de la succession. Est-ce qu'on a besoin vraiment de la permanence et de la durée? Une première réponse est de dire non. Si vous prenez un protocole comme MIDI, on est incapable en MIDI d'exprimer une durée. Vous n'avez que des événements qui sont instantanés, et une note est représentée par l'événement de naissance de la note, son début, et puis un événement note-off qui est la fin de la note. Alors, le MIDI, on peut faire de la musique, mais on ne peut pas faire toute la musique. Et en particulier, c'est assez difficile de faire de la musique très humaine, à savoir dans lequel je vais avoir quelque chose qui est vraiment lié à la durée parce qu'il y a du mouvement, des gestes qui apparaissent et qui sont par exemple le rubato, l'accelerando, tout ce qu'on appelle l'agogique, qui sont ces micro-variations temporelles qui permettent de donner de l'expressivité. Donc si on veut irriguer ou atteindre tout le domaine musical, il nous faut vraiment travailler sur ces trois dimensions-là en même temps. Alors, je parle de temps, on a vu quelles étaient un peu cette matière du temps. Les instants, on a l'idée un peu naïve peut-être que ça nous permet de localiser un événement dans le temps.
Et là, en fait, il faut se rendre compte qu'on a plusieurs manières de localiser un événement dans le temps. La première manière, c'est de se dire, ben, en fait, j'ai une référence commune, j'ai une horloge partagée. Cette horloge partagée, quand il se passe quelque chose, je la regarde, hein. Et donc, en fait, mes événements sont localisés dans un temps qui préexiste et qui m'est donné par l'horloge. C'est une notion très newtonienne, et quand je fais référence à Newton là, je fais référence en fait à la querelle qu'il y a eu entre Newton et Leibniz, où pour Newton, en fait, le temps et l'espace étaient des dimensions qui préexistaient aux choses, hein. Et Newton comparait ça à une scène de théâtre vide. La scène de théâtre existe, et puis de temps en temps, il y a des acteurs qui viennent et qui prennent place quelque part dans cette scène de théâtre. Quand j'ai une scène de théâtre qui préexiste, des échelles qui préexistent, je peux comparer, par exemple, les différentes manières de les localiser. Je peux utiliser des différentes mesures. Je peux mesurer en mètres ou bien en centimètres. Il n'y a pas de problème, je sais convertir, hein, cette datation partagée suivant l'unité que j'utilise. C'est même sa principale propriété, c'est que je peux la partager entre différents acteurs. Ce n'était pas du tout l'idée de Leibniz qui, lui, voyait dans le temps et dans les relations temporelles des relations entre objets ou entre événements. Et donc, pour Leibniz, on ne peut pas parler, par exemple, d'un temps vide ou d'un espace vide parce que le temps et l'espace, ce sont des propriétés qui sont liées aux objets mêmes. Quand j'ai deux objets, il y en a un qui est à droite de l'autre. Si j'ai qu'un seul objet, je ne peux pas parler de sa droite ou pas. Il me faut un deuxième objet. Et là, on est donc dans un temps relationnel qui peut sembler plus étrange, mais qui est pourtant dans lequel on baigne complètement. Par exemple, quand je dis c'est l'ère des dinosaures, hein, l'ère des dinosaures ne se définit pas par une date sur une horloge. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas d'horloge au départ, hein. Mais par contre, on pourrait dire que c'est une époque qui est parfaitement définie par deux événements. L'événement qui est la sortie du premier poisson de la mer primitive, et puis l'ère des dinosaures se termine par l'arrivée d'une grosse météorite sur Terre, par exemple. Alors, cette façon de regarder le temps de manière relationnelle, en fait, elle est très utile. Et des fois, elle est en conflit avec nos conceptions modernes. Par exemple, pour les Romains, l'heure était définie comme une partie du jour éclairé. Et donc, l'heure ne durait pas la même quantité de temps en hiver et en été. Alors, si vous voulez définir des lois de la physique, par exemple la loi de la chute des corps, avec cette façon de mesurer le temps, c'est un peu pénible parce que la loi de la chute des corps, ces constantes vont dépendre du moment de la journée où vous affirmez votre loi, ce qui n'est pas très pratique. Mais si vous faites de la musique, alors c'est comme ça que vous voulez parler. Par exemple, vous voulez dire je veux m'arrêter en même temps ou je veux démarrer en même temps. Donc vous ne démarrez pas à une heure précise, ce n'est pas l'heure précise de démarrage qui vous intéresse, c'est le fait de démarrer avec quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose d'événementiel et de relatif à d'autres personnes. Et donc, en fait, dans le système dont je vous ai fait une petite démonstration, en fait, on va parler du temps, et on va parler du temps de manière relative et absolue aussi. On a besoin des deux, et on va parler des instants, de la durée et de la permanence. Alors, un système logiciel, c'est un programme, et on peut se dire, mais bon, ok, je dois bien programmer mon ordinateur, mais quel est le rapport entre un ordinateur et puis le fait de faire de la musique ? Dans un premier mouvement, dans un premier temps, dans une première étape, on peut se dire ça n'a rien à voir. Dans une deuxième étape, on se dit tiens, mais une partition et un programme, ça joue un peu le même rôle par rapport, alors la partition par rapport à un musicien et un programme par rapport à un ordinateur. C'est tous les deux écrits par des gens qui ne sont pas les gens qui les exécutent, hein, un compositeur ou un informaticien. Il y a une phase d'interprétation pour la musique, il y a une phase d'exécution par la machine pour l'ordinateur. Et donc, on peut se dire, voilà, il y a bien j'ai deux étapes, deux phases, deux temps pour le temps musical et le temps informatique, qui est le temps d'écriture, de la composition ou de l'écriture du programme, et puis le temps de son exécution. Alors, une fois qu'on a dit ça, dans un troisième mouvement, on peut se dire, oui, alors ça se rapproche, mais en même temps, c'est très différent. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans une partition, il y a beaucoup de non-dits qui est laissé justement à l'interprète, qui a un choix positif, qui apporte des choses. Ce n'est pas vu comme une imprécision, mais c'est vu comme un espace de liberté pour le musicien. Alors que dans un ordinateur, alors il y a évidemment un espace de liberté, mais il est très restreint parce qu'on veut qu'il calcule toujours la même chose, sinon on ne s'en sortirait pas. Donc ce rapprochement entre partition et programme doit être vu, doit être accepté, mais avec un grain de sel. À un certain moment, les deux décollent.
Alors comment est-ce qu'on représente le temps? Vous avez déjà vu des partitions. Dans une partition, le temps va de gauche à droite. Donc on a une représentation un peu graphique avec cette idée de ligne de temps. Et là, c'est un vieux document dans lequel on montre comment les pas d'un cheval. Donc le temps va de gauche à droite. Et puis en vertical, vous avez la position des sabots du cheval en fonction du type de marche qu'il est en train de faire. Alors, ce type de diagramme, en fait, a été généralisé quand vous avez eu les trains. Donc là, vous avez les trains qui vont de Paris à Lyon. Le temps va aussi de gauche à droite. Et puis, on a l'espace de Paris-Lyon qui va de haut en bas. Et on a des lignes de droite. Et quand ça se croise, ça veut dire qu'on est au même endroit au même temps. Et donc, on a intérêt d'être au moment du croisement dans une gare où il y a deux voies, sinon il y a un accident. Alors évidemment, ça c'est un exemple simple parce que c'est sur une seule ligne. Voilà par exemple le plan horaire suisse. Donc ça, c'est pas une carte du chemin de fer suisse. Enfin, ça l'est bien sûr, mais surtout c'est une carte temporelle qui reprend le même principe que précédemment. Mais là, la ligne est un peu plus difficile à suivre parce qu'elle est un peu plus polygonale. Et si vous regardez un programme informatique qui fait de la synthèse sonore. Donc ici, c'est un exemple d'une petite pièce d'un compositeur qui s'appelle Sacha Blondeau. Vous avez aussi le temps qui va de gauche à droite. Et ce que vous voyez, toutes les courbes-là, en fait, ce sont les informations qu'il faut envoyer au moment adéquat à une série de synthétiseurs, de transformateurs du son, de spatialisation du son, d'équaliseurs, de façon à obtenir un son électronique qui doit être calé avec un instrumentiste qui est en train de jouer dans cette pièce de l'alto. Et donc, en fait, on peut se dire, voilà, voilà ce que je dois faire, mais Dante, est-ce qu'il faut que ça correspond à quoi comme type de temps? Et la meilleure illustration que j'ai pu trouver, c'est celle-ci, c'est celle d'une corde à linge. Lei è così sicura delle sue idee? Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi. Ok, donc c'est un exemple, c'est une journée particulière des Torrescola, et vous voyez qu'en fait ils avancent le long d'une pince à linge, d'une corde à linge. Le long de cette corde à linge, il y a un certain nombre de points remarquables. Ces points remarquables, c'est les pinces à linge, et ça signale un certain nombre d'événements. Et entre deux événements, vous avez une notion de linge qui est plus ou moins serrée à la corde à linge. Et donc en fait, il y a bien cette idée de timeline, de cue list que je vous ai illustré avec le système de chemin de fer ou avec ce qu'on voit dans la pièce de Sacha Blondeau. Il y a un certain nombre d'événements, c'est des événements discrets. C'est des instants du temps où il y a quelque chose qui se passe. Ça repère des événements et ces repérages, peut-être que je peux en décider moi, la machine, mais peut-être que ça vient aussi de l'environnement extérieur et donc j'attends qu'il se produise. Je ne sais pas le localiser avant sa survenue en temps réel. Et puis voilà, il y a aussi des choses qui durent et entre deux choses qui durent, je peux les faire matcher, je peux les faire correspondre à la ligne de temps de manière plus ou moins serrée. Donc je peux prendre un peu plus de temps, être un peu plus lâche ou être un peu plus serré pour cette chose-là. Et alors, ça correspond à quoi cette durée, c'est le fait d'être plus ou moins serré sur la ligne de temps? Mais en fait, c'est qu'on progresse. Donc là, j'ai fait un petit schéma dans lequel j'ai une action répétée A à faire. Dans un langage informatique classique, la seule chose que je vois, c'est une séquence de A, et je n'ai aucune idée en fait du temps qui sépare les A. Ça peut être le même temps ou un temps complètement irrégulier. Si je fais intervenir des relations temporelles de durée, à ce moment-là, j'ai une notion de vitesse qui est à quelle vitesse je parcours cette ligne de temps. Et donc, par rapport à un système qui serait purement événementiel, j'ai un système dans lequel j'ai une notion de durée, une notion plus chronométrique. Ça, c'est le temps en soi, mais le temps en musique, en fait, on ne le fait pas tout seul, on joue de la musique à plusieurs. Et donc, il y a un aspect social au temps. C'est comment on construit un temps à plusieurs, comment on l'organise à plusieurs. Et là, il faut voir que, en fait, ce plusieurs, c'est à la fois le plusieurs des musiciens, mais c'est à la fois aussi le plusieurs des différents intervenants dans une partition. Et le premier des intervenants, c'est un compositeur. Dans le cas de la musique mixte, le compositeur va écrire une partition dans laquelle il y a à la fois des notes pour des instrumentistes humains et à la fois un certain nombre d'actions qui disent à l'ordinateur quoi faire pour émettre le son électronique adéquat au bon moment. Ça, c'est fait évidemment avant le concert. Au concert, on a un instrumentiste, et cet instrumentiste va interpréter la partition humaine. Et cette interprétation peut être vue un peu comme une déformation. Il ne faut pas prendre de caractère négatif dans déformation, il va y mettre
de la couleur, de l'accent, de l'intonation, et il va compléter un peu la sous-spécification, tout ce qui manquait dans la partition, par tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à un geste instrumental et la production de son qu'il faut. Évidemment, quand on rajoute des sons électroniques, on a le problème suivant, c'est que l'ordinateur doit à ce moment-là décaler ses actions électroniques pour prendre en compte de la déformation qui a été amenée par l'instrumentiste. Et donc, comment faire ? Sur le premier exemple qu'on voit là, en fait, on a un alignement entre un événement électronique. Ici, on a une première note et visiblement, on a un événement électronique dont le début était aligné avec la seconde note du triolet. Et donc, si cette note-là se décale, il va falloir aussi que je décale la première, l'occurrence de cet événement de calcul. Prenons le second événement. Est-ce que je dois le considérer comme aligné avec cette note-là ou dépendant d'une certaine quantité de temps après le premier événement électronique ? En fait, les deux sont possibles et dépendent de la situation musicale. Et donc, en fait, on va avoir un certain nombre de règles d'alignement, mais ces règles d'alignement, on ne peut pas les postuler a priori. C'est au compositeur de les choisir en fonction de l'effet musical qu'il veut. Et donc là, les durées qu'on doit voir, on voit que je dois progresser sur une ligne de temps, mais mon ordinateur, il doit progresser en tenant compte de ce que fait l'instrumentiste humain. Et donc la progression n'est plus une progression absolue, comme on l'a vu avant, mais elle est relative. Elle est relative à la progression de quelqu'un d'autre sur une ligne de temps, par exemple un musicien humain, ou d'autres processus électroniques, ou d'autres processus qui se passent sur scène en fonction de la scénographie. Et donc en fait, Antescofo répond un peu au problème de la mimixie mixte, qui est de dire comment est-ce que je peux faire jouer un ordinateur avec des musiciens en disant on commence par une partition augmentée, à savoir qui dit à la fois au musicien humain et à l'ordinateur ce qu'il faut faire. Et il y a une troisième partie qui est de dire attention, quand le musicien humain, le performeur, se décale un peu, voilà comment il faut que toi tu te décales pour les actions électroniques. Et donc c'est ce que vous avez vu en œuvre dans la première, dans le petit exemple où la chanteuse pouvait ralentir ou accélérer et l'accompagnement automatique, l'orchestre, l'enregistrement de l'orchestre était accéléré ou ralenti de façon à coller à l'endroit de la partition où était la chanteuse. Alors comment on fait ça ? Alors, on fait ça en fait avec des diagrammes temps-temps. Et j'aime bien ça parce que ça ressemble un peu au diagramme temps-espace que font les physiciens. Les diagrammes temps-espace que font les physiciens, ça permet de dire où vous êtes à quel moment. Et là, c'est la même chose. Je vais dire où j'en suis dans la partition, à quel moment. Alors, les diagrammes temps-temps, dans le système, on les fait en fait entre deux temps arbitraires. Pour simplifier ici, je vous les fais entre un temps de référence qui est donné en secondes, qui est mon axe horizontal, et puis la progression dans la partition. Et la progression dans la partition, donc la quantité d'événements depuis le début de la partition est donnée en bits, en pulsations, depuis le début du morceau. Et donc, si je représente la progression en bits, en pulsations dans la partition par rapport au temps qui s'écoule, en fait, on se retrouve à un morceau des segments de droite. La pente de la droite correspond au tempo du musicien. Et puis, il y a un certain nombre d'événements. Et ces événements, je les ai figurés par ces petits ronds avec la flèche qui est le tempo qui est naturellement associé à l'événement. Donc, voilà à quoi correspond le diagramme temps-temps dans une partition. C'est une courbe continue, un dictionnaire qui vous permet de traduire du temps en secondes en position dans la partition, ou inversement, parce qu'on va pouvoir l'inverser, ce diagramme-là, de la position dans la partition à un certain temps en secondes. Ça, c'est le temps du compositeur qui est fait hors temps, en dehors du temps réel de la performance, du temps qui s'écoule. Quand le temps s'écoule, les choses se compliquent un peu. Donc, qu'est-ce que je peux voir du musicien ? En fait, ce que je peux observer du musicien, c'est un certain nombre d'événements musicaux. Est-ce qu'il a joué telle note ou pas ? Donc ces événements musicaux, je les ai représentés là par mes petits points en vert. J'ai laissé figurer le temps qui s'écoule idéalement, enfin qui est donné dans la partition. Et là, on peut voir l'exemple ici. C'est en fait, je me rends compte que c'est le début, je me cale entre le temps de la partition et le temps de la performance, mais le musicien, pour une raison ou pour une autre, joue un peu plus lentement. Donc au lieu d'attendre le prochain événement ici, en fait, je vais avoir un événement qui sera ici. D'accord ? J'ai juste changé la pente. Et puis alors, il va plus lentement, mais il y a une espèce de tension entre le caractère continu de l'écoulement du temps et le fait qu'il y a des événements qui arrivent. On peut très bien avoir une espèce de vitesse moyenne qui vous dit que vous devez aller à peu près à telle vitesse, mais l'événement, lui, de manière précise, se localise un peu plus tôt ou un peu avant. Et là, dans l'exemple que j'ai, en fait, il arrive ici.
pardon, un peu plus tôt. Comme il arrive un peu plus tôt, mon idée du tempo, c'est-à-dire de l'écoulement du temps chez le musicien, doit être révisée à la baisse. J'estimais que le tempo avait telle pente, mais en fait il a une pente un peu plus petite là, ce qui me mène à estimer la prochaine arrivée d'événements, de notes à ce moment-là, mais il se peut qu'à cause des fluctuations, la note arrive vraiment plus tard, etc. Donc on voit que le diagramme temps-temps qui est associé à un performeur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des points discontinus qui correspondent à des événements que j'observe grâce à mon écoute et à mon alignement d'un flow continu, d'un signal continu, le signal audio vers les structures symboliques de la partition. Et entre deux événements, les événements, c'est ce qui est observable. Donc entre deux événements, j'ai une notion de tempo qui me permet de remplir ces trous-là et d'avoir un système de datation local entre deux événements. Alors, tout le problème pour la machine, c'est d'utiliser l'information en bleu qui est dans la partition et l'information des événements avec le tempo inféré qui me provient en temps réel du concert pour moi-même adapter mon système de datation des calculs. Et pour faire ça, il y a plusieurs manières de faire. La courbe orange que vous avez sur l'écran, là, elle consiste à dire en fait, les événements se produisent, mais je ne vais pas les regarder. La seule chose que je vais garder comme information, c'est le tempo. Donc chaque fois qu'on me donne un nouveau tempo, eh bien, j'ajuste mon idée du futur, la manière dont j'anticipe, avec les nouvelles valeurs de tempo. Et donc vous avez une courbe qui vous permet de traduire des temps en secondes en pulsations ou des pulsations en secondes continue, qui est cette courbe-là, où chaque fois que vous avez un événement, vous avez une nouvelle information, vous ajustez votre tempo. Ce n'est pas la seule manière de faire. Si vous faites comme ça, en fait, au bout d'un certain temps, on a des changements de temps qui sont très souples, mais par contre, on va s'écarter petit à petit, on va se décaler par rapport aux événements. Donc on peut dire, non, il faut que je prenne en compte d'abord les événements, et puis seulement entre deux événements, je vais prendre en compte le tempo. Et bon, c'est le type de stratégie qu'on a là. Alors il se trouve qu'en musique, il n'y a pas de bonne stratégie, mais il y a plein de stratégies qui dépendent un peu de la structure musicale, de la configuration, de la dynamique entre les interprètes. Donc ça ne dépend pas que du compositeur, mais aussi des performeurs, de comment ils s'habituent en fait à réagir à la machine. Et ce processus d'habituation, en fait, c'est un processus compliqué. On parle souvent en informatique de human in the loop. On a un système automatique qui ajuste son temps en fonction de ce que fait un interprète, mais l'interprète lui-même ajuste ce qu'il fait en fonction de ce qu'il perçoit de la machine. Et on a parfois des espèces de couplages qui nous surprennent et qui ne donnent pas le résultat initialement prévu. Alors pourquoi est-ce qu'on a plusieurs stratégies sur un temps qui est comme ça strié, vous voyez, les coups d'archet c'est très événementiel. Si je dois aligner des actions électroniques dessus, ils seront sans doute alignés sur le coup d'archet. Et là, je voulais vous faire écouter un morceau de Ligeti qui a été utilisé aussi pour une musique de film. C'est une musique qui est plutôt un temps lisse. En fait, il n'y a aucune mesure. Il est caractérisé uniquement par un tempo, par une espèce de vitesse de défilement. Dans ce cas-là, j'utiliserai une stratégie qui ne regardera que le tempo. Malheureusement, en changeant d'ordinateur, j'ai perdu la musique. Et donc on a cette situation-là où on a un musicien. Ce musicien a une sensation interne du temps qui passe pour lui, sensation qui est réglée avec les effets qu'il veut produire dans la musique. Et puis on a une machine. La machine, elle est capable de voir un certain nombre d'événements grâce à cette machine d'écoute. Par rapport à tout ce que je vais raconter, il manque encore un ingrédient, c'est comment est-ce que je peux savoir comment le musicien perçoit le passage du temps chez lui. Et ça, en fait, il va le faire avec un petit exemple que je ne peux pas vous trouver, qui n'est pas là sur l'ordinateur, mais que je peux vous raconter. C'est quelque chose qui est lié en fait à la sympathie des horloges. Donc la sympathie des horloges, c'est en fait que quand vous avez deux horloges et qu'elles sont couplées mécaniquement, qu'il y a un peu de transfert d'énergie entre les deux, même si elles ne sont pas réglées de la même manière, en fait, elles vont se synchroniser un petit peu entre. Et ce que je voulais montrer, c'était deux métronomes qui battent avec un tempo très légèrement différent. Quand on les couple en les couplant mécaniquement, en les mettant sur la même planche de bois, petit à petit, il y a de l'énergie et les tempos les métronomes vont se caler et se synchroniser. Et donc, en fait, pour estimer le temps le passage du temps chez le musicien, en fait, on imagine qu'il a une petite horloge interne. Cette horloge interne, elle tourne de manière régulière. Et ce qu'on observe à l'extérieur, ce sont les événements qu'il produit, dont on sait qu'ils doivent se produire à une certaine date en fonction de cette horloge-là. Je suppose, la machine a une horloge simulée qui est censée représenter le passage du temps chez le musicien.
quand l'événement arrive un peu plus tôt sur l'horloge de l'ordinateur, on se dit qu'en fait le tempo du musicien a augmenté, et donc on va caler l'horloge, on va appliquer une petite correction d'erreur sur l'horloge de la machine, et on va comme ça toujours un peu naviguer autour du temps du musicien, mais on va réussir à le cadrer. Voilà. Alors, je vais finir rapidement. Cette figure-là est en fait la première publication d'un poème de Richard Broctingame qui s'appelle Machine of Living Grace, All Which I Do Over by Machine of Living Grace, dans lequel Richard Broctingame imagine, donc c'est dans les débuts des années 60, enfin, milieu des années 60, une espèce de prairie cybernétique dans laquelle les humains et les ordinateurs programmés vivraient ensemble dans une grande harmonie. On est dans un monde dans lequel le numérique en fait s'entremêle de plus en plus à nos vies. On a des systèmes enfouis, donc on est environné un peu d'informatique. Et on peut le faire ça parce que les machines sont capables de partager des choses avec nous, sinon on ne pourrait pas interagir avec elles. Alors elles peuvent interagir beaucoup de choses avec des capteurs, par exemple, mais il y a une chose assez ineffable qu'on doit partager si on veut interagir avec les machines, c'est le temps. Et au-delà de la musique et de l'exemple que je vais vous donner, il y a cette idée que oui, les machines peuvent développer des notions de temps qui sont utiles aux humains, qui permettent de s'accorder avec les humains et qui nous permettent d'interagir correctement avec les machines. La deuxième morale que je tire, c'est que dans cette confrontation d'un temps informatique et d'un temps musical, en fait, on voit que le temps musical met l'accent d'abord sur le temps subjectif, il parle en pulsations par seconde. Alors on pourrait dire, pour l'informaticien, je vais tout changer en secondes, il n'y a pas besoin de prendre en compte ces temps, je n'ai pas besoin de diagramme temps-temps, il suffit juste que je fasse des traductions. Eh bien, non, c'est plus compliqué que ça, parce que le taux de change qui vous dit comment vous traduisez des pulsations en temps physique, eh bien, ce taux de change évolue au cours du temps. Il n'est connu qu'une fois que le temps est passé et que vous avez agi en fonction de ce temps qui s'écoule. Et c'est vos actions eux-mêmes qui fixent ce taux de change-là. Donc on ne peut pas dire que l'un est subordonné à l'autre. On ne peut pas dire que le temps subjectif du musicien est subordonné à l'horloge des physiciens, ni d'ailleurs que l'horloge des physiciens est subordonnée au temps subjectif des musiciens. Mais l'hypothèse d'un temps subjectif, les philosophes détestent l'idée qu'il y aurait deux temps, un temps interne, un temps externe. Pourquoi ? Parce que s'il y a un temps dans un temps, alors il me faut un troisième temps pour mesurer comment l'un s'écoule par rapport à l'autre et tout. On est dans des régressions à l'infini. C'est extrêmement pénible. Néanmoins, ce temps subjectif, il a une certaine autonomie. Je peux le voir que par certaines observations qui sont des événements qui passent. Ce n'est pas parce qu'il est un peu plus difficile à saisir qu'on n'y arrive pas. Et de ce point de vue-là, Antescofo peut être vu comme une espèce de philosophie expérimentale dans laquelle on montre que des notions qui sont vues plus psychologisantes ou plus philosophiques peuvent être suffisamment concrétisées et formalisées pour qu'elles soient utiles à un ordinateur. Et pour finir, juste vous donner un exemple de quand on est capable de faire ça. Donc, un petit exemple qui est une esquisse de Christopher Trapani. L'idée, c'est de faire des canons rythmiques. Vous savez ce que c'est un canon ? C'est quand on fait rentrer une voix après une autre. Mais là, on va faire rentrer la voix et on va, par exemple, la compresser. Donc, vous voyez là, sur l'audiogramme en dessous, en fait, on enregistre ce qu'est en train de faire en temps réel le musicien. Et puis, simplement, on va le rejouer. Et ce que nous a demandé Christopher Trapani, c'est le rejouer. Alors, on enregistre à partir du start tout en haut, c'est le petit trait pointillé. Et on va faire un replay à partir de start prime, mais le replay doit aller à peu près 2 fois plus vite. En fait, on ne lui dit pas de demander 2 fois plus vite, on dit que quand on arrive sur la note de fin, tout en bas, celle qui est appelée sync, il faut que le replay, en fait, rejoigne l'enregistrement. D'accord ? On arrive. Et on arrive à le faire. Et donc voilà ce que ça donne, par exemple, avec Comte, qui est le clarinettiste de l'ensemble intercontemporain. Voilà, vous avez peut-être entendu les 2 voix qui rentraient et se sont rejoints. Là, on recommence une autre séquence. On l'entend sur le replay sur le haut-parleur à ma gauche. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions et je vous remercie. Merci pour cet exposé. Je voulais savoir comment étaient pris en compte les temps de calcul
de ces algorithmes qui sont censés coller Alors, à la, en fait, à la ligne si vous avez du entendu musicien. l'exposé de ce matin de Gérard Berry, en fait, on va faire l'hypothèse suivante, qui est une hypothèse un peu idéale, qui est de dire le temps de calcul, hein, on va le négliger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du temps, mais le seul temps qui va être compté dans les calculs, c'est de dire j'attends tant de temps. D'accord. Et tout le reste, tous les autres calculs, additionnés de nombres, on va supposer que ça prend un temps zéro. Alors évidemment, dans une vraie machine, ce n'est pas le cas. Mais il faut voir ça comme une espèce d'idéalisation qui permet au compositeur de programmer plus simplement. Après, quand on implémente, eh bien, il faut que le calcul soit suffisamment rapide pour qu'on puisse considérer qu'il a un temps zéro. Pour un musicien, ça veut dire quelque chose d'assez précis. La simultanéité de deux sons, c'est quand ils se produisent à moins de 20 millisecondes d'intervalle. Alors ça dépend du son, ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'enveloppe timbrale, enfin plein de choses, mais en gros, considérez qu'entre 15 et 30 millisecondes, hein, vous ne percevez pas la différence, pour vous c'est simultanéité. C'est simultané. Ce qui permet par exemple à l'ordinateur de programmer des choses en disant chaque fois qu'il se passe tel événement, je fais un coup de cymbale en même temps. Il ne sera pas fait en même temps parce que j'ai besoin de le détecter et ensuite d'y répondre. La détection, elle se fait, alors à cause des méthodes d'écoute, elle se fait en moins de 8 millisecondes. Et après, ça veut dire qu'il nous reste moins de 8 à 10 millisecondes pour répondre. Évidemment, ça dépend du type de réponse, parce que derrière, si je dois synthétiser un son, il me faut aussi du calcul, etc. On est quand même dans des systèmes qui sont des systèmes qu'on appelle best effort. Hein. Contrairement à l'informatique temps réel, entre guillemets sérieuse, par exemple qui pilote les trains ou les Airbus, si ça se plante ou si on rate une relation temporelle, il n'y a pas mort d'homme. Bon, on n'est pas content, mais il n'y a pas mort d'homme. Et donc, en fait, on va privilégier plutôt l'expressivité, le fait d'avoir des relations temporelles très riches par rapport à des choses qui sont moins riches, mais beaucoup plus sûres. Et donc, on fait ce qu'on appelle du best effort. On fait au mieux. On a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, le temps subjectif émerge du temps objectif, qui est la base de tout. Je ne sais pas si j'exprimerai comme ça. Ce que je veux... on a beaucoup entendu parler dans les exposés de temps relatif et de temps absolu. Le temps absolu étant attribué aux horloges, le temps relatif plutôt à un humain. Et il se trouve que d'abord, ce n'est pas attribué à un humain, mais peut-être à un groupe d'humains. Quand moi je parle de temps musical, c'est un temps musical qui peut être construit à plusieurs. Par exemple, c'est assez courant qu'un compositeur considère une mélodie qui est distribuée sur plusieurs instruments. Et donc, en fait, c'est chaque instrumentiste qui va contribuer un peu à la progression du temps, l'instrumentiste qui rentre dans la mélodie qu'on est en train d'égrener. Donc, en fait, le temps se construit un peu socialement, à plusieurs, parce qu'ils vont se synchroniser. Il y en a un qui accélère un peu, l'autre va ralentir, etc. Et le temps subjectif se construit dans l'action. Dans le faire. Il faut que je produise ces événements musicaux, c'est le musicien, l'interprète qui le fait. Et par exemple, il y a certains écoulements du temps ou certains gestes musicaux qui sont dictés par les capacités musculaires. On ne peut pas passer d'une note à une autre aussi vite qu'on veut. Et donc, évidemment, oui, on est immergé dans un temps physique, simplement, le temps physique n'est pas toujours le plus pertinent pour parler du phénomène musical. Et en conclusion, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il nous faut, bien qu'on soit tous plongés dans un temps physique, hein, ce n'est pas pour ça qu'il faut nier un temps subjectif, et en particulier, le temps subjectif est peut-être une bonne approche pour les activités humaines qui ne sont pas toutes reliées à un temps extrêmement homothétique, uniforme, normé, et en particulier, beaucoup du temps humain dans un calendrier. Vos journées sont scandées peut-être par le passage des heures, mais surtout par le passage des événements. Vous devez passer tel coup de fil, rencontrer tel collègue, et la date précise n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est comment elles s'organisent entre elles. Est-ce que ça se passe en même temps, l'une après l'autre, combien ça dure, des choses comme ça. Merci Monsieur Javito. Donc finalement, la question qui vous était posée, c'était peut-on accorder le temps de l'homme et de la machine ? Il semblerait que l'application Métronaute nous en donne une réponse avec le système Antescofo. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous ayez dit ce que ça voulait dire Antescofo. Alors Antescofo, c'est un projet qui est initié au départ par Archaconte à l'IRCAM, mais Antescofo, c'est pour Anticipatory Score Follower. Voilà.
Donc finalement, vous avez démarré en disant que les ordinateurs savent faire beaucoup de choses et on se demande s'ils peuvent jouer de la musique avec des musiciens. Et tout l'enjeu est de savoir si quand le musicien dévie en quelque sorte de sa partition, en tout cas quand il la déforme, est-ce que l'ordinateur peut suivre instantanément c'est des questions assez intéressantes. Et donc, il y a une question de synchronisation en temps réel de l'ordinateur. Vous avez parlé de systèmes cybertemporels. Donc, finalement, on cherche à contrôler les relations temporelles par des algorithmes. Et la difficulté, c'est que on a plusieurs notions de temporalité déjà. Donc on parlait de cette partition que vous appelez hors temps. C'est une sorte de temps figé, une sorte de temps un peu mécanique par rapport au temps réel donc de l'interprétation. Et finalement, les logiciels informatiques nous permettent de prendre en compte plutôt la question de la succession, mais pas forcément la question de la simultanéité et de la permanence, qui sont deux autres notions que véhicule la notion de temps, la notion de durée. Et c'est à ça que répond le système Antescofo, puisqu'il se situe au cœur de ces trois notions. Et donc, il permet d'adapter, de permettre à l'ordinateur de suivre le musicien. Et donc, vous passez d'une notion de temps chronométrique, que vous appelez temps newtonien, à une notion plutôt de temps relationnel. Et c'est pareil, finalement, vous proposez cette distinction qui ressemble à la distinction entre temps objectif et temps subjectif. Et donc, ce que vous dites, c'est que la notion qu'il y a derrière, c'est la notion d'événement. C'est les événements qui produisent du temps. Et ce qu'on veut pouvoir faire, c'est commencer en même temps, s'arrêter en même temps. Et donc, c'est un temps social, c'est-à-dire qu'on a des interactions avec les autres. Et c'est ça qu'on veut prendre en compte. Vous avez proposé un rapprochement entre une partition et un programme, mais qui s'avère un peu osé, parce que finalement un programme exécute un peu bêtement ce qu'on lui a demandé de faire, alors que le musicien va interpréter à sa sauce. Et donc toute la question revient, en tout cas du côté de la musique, à comment on représente la musique. Vous avez donné plein d'images, donc souvent qui allaient de gauche à droite, avec les trains, avec les sabots d'un cheval, la corde à linge qui était là encore il y a quelques instants. Et donc, finalement, toutes ces représentations mettent des points discrets, et entre, on a des choses qui durent, et c'est ça qu'on veut arriver à prendre en compte. Donc, comment se synchroniser comment prendre en compte cet aspect social, enfin, où on est plusieurs à jouer, et éventuellement avec l'ordinateur. Vous avez parlé des diagrammes temps-temps, et donc c'est une façon de dire comment le temps déformé s'écoule en fonction du temps objectif. Mais vous avez précisé qu'il existe beaucoup de stratégies pour prendre en compte cette déformation. Et donc, vous vous rendez compte aussi que le musicien s'adapte aussi à la façon dont réagit l'ordinateur, et que ça provoque une relation assez intéressante entre les deux, et qu'on ne peut pas forcément prévoir. Donc effectivement, il semble qu'avec ce nouvel outil, que j'aimerais beaucoup utiliser d'ailleurs, et j'aurais pris du plaisir à faire, au lieu d'une synthèse, peut-être une tentative. Alors une démonstration, je ne suis pas sûr d'en être capable, mais au moins une tentative. Peut-être que c'est proposé dans le congrès, je ne sais pas, ou la prochaine fois. Mais donc la réponse est oui.
Je vous demande encore de remercier Monsieur Javito. Merci.